Chers amis de Rebelle Pacifique, merci de nous suivre comme tous les jours vous le faites. Donc là, on a en face le président du parti Élément, donc M. Moussa Mara, un jeune président, quelqu'un qui compte parmi les modèles de la jeunesse au Mali. Mais c'est pas pour ce modèle qu'on a en face de nous. On a en face de nous l'homme politique à qui on aura des questions à poser. Aussi bien des questions posées par nous qui sommes présents ici. Donc il y a Fatoumata Soukouna, il y a Beidi Dramé et le caméraman qui ne peut pas s'autofilmer lui-même, M. Djibril Dramé, alias Tony Dolimo. Donc on va présenter brièvement M. Moussa Mara. Donc comme je vous l'ai dit, vous êtes issu du privé. Vous avez créé votre propre entreprise, je crois. Vous avez prospéré, si j'ose dire, et vous êtes dirigé ensuite vers la politique. Qu'est-ce qui fait qu'un homme, à un moment donné, tout jeune, parce qu'en règle générale, quand on crée un parti, on a entre 50 et 60 ans, qu'est-ce qui a fait que non seulement vous vous êtes mis de plein pied dans la politique, et vous avez créé un parti politique pour faire comme vous voulez? Bon, d'abord, je remercie votre structure et tous ceux qui sont connectés à votre réseau. Et je vous remercie aussi de me donner l'occasion de m'exprimer à travers la toile, tous ces compatriotes qui sont sans doute intéressés par ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. D'abord, moi, je suis expert comptable de profession et je suis associé d'un cabinet. Donc, je n'ai pas créé un cabinet. Je suis arrivé dans un cabinet en tant que salarié et puis bon, j'ai monté les échelons jusqu'à devenir associé. Donc, je suis associé avec le fondateur du cabinet plus d'autres associés. Et je suis maire de la commune 4. Et donc, comme vous l'avez dit, je suis président du parti. Qu'est-ce qui m'a poussé à créer le parti? Je dirais que c'est une trajectoire qui a commencé d'abord dans le quartier, dans les associations de quartier, dans les associations de développement, dans la société civile et qui a logiquement franchi le seuil de la politique à travers les élections locales. Moi, je suis vraiment un produit de la politique locale, puisque en 2004, c'est-à-dire il y a 8 ans, j'étais candidat à l'élection municipale dans la commune et en tant qu'indépendant. Donc, on est allé à cette élection-là. Ensuite, en 2007, toujours en tant qu'indépendant. Donc, j'ai vécu la politique vraiment à la base en tant que citoyen. Et en 2009, en tant qu'indépendant, élection municipale qu'on a gagnée. Et on est entré à la mairie en tant qu'indépendant. On a annulé nos élections. Et entre-temps, on a créé le parti. Bon, qu'est-ce qui nous a amené dans la politique? Je pense que la politique est le moyen qui permet à une personne qui a envie de servir la collectivité d'impacter le sort du plus grand nombre de personnes. Moi, personnellement, en tant qu'expert comptable, en tant que leader associatif, je peux aider des personnes, une dizaine de personnes, une quinzaine de personnes, une centaine de personnes. Mais je ne pourrais jamais le faire comme moi en tant que maire, comme moi en tant que député, comme moi en tant que ministre, comme moi en tant que président de la République. Donc, à un moment déterminé, l'action associative pour améliorer le sort des compatriotes, l'action associative a ses limites. Donc c'est ainsi qu'en 2004, on a franchi le seuil politique, mais sans être dans un parti. Parce que d'abord, la loi nous le permet dans notre pays au Mali. Et ensuite, nous ne nous reconnaissions pas forcément dans les acteurs politiques qui existaient. C'est pourquoi on est allé en indépendant, en tant que jeune, avec beaucoup de jeunes, pour essayer d'amorcer un changement positif. Donc la politique, vraiment, on y est allé comme ça, après avoir fait le constat que si on veut aider le plus grand nombre de personnes, si on veut agir sur la collectivité, si on veut amener un changement positif, il faut qu'on cherche des postes politiques. Maintenant, la seconde étape, c'est pourquoi créer un parti. C'est qu'en 2009, après avoir fait le tour de notre collectivité, on a dit, bon, le Mali, ce n'est pas notre commune. On peut être à la tête de notre commune, on peut être maire de notre commune, on peut faire des choses superbes et merveilleuses dans notre commune. Si on ne le fait pas ailleurs, l'action sera toujours limitée. Et donc, pour donner de l'envergure à notre initiative, on a dit, bon, on va créer une organisation qui correspond à ce que nous sommes en train de faire. C'est là où la notion de parti est venue et donc on a créé le parti. Il y a aussi le fait que beaucoup de jeunes, d'ailleurs,
d'autres villes, de l'intérieur du Mali, de l'extérieur du Mali, ont commencé à nous voir en disant « Ah tiens, ce que vous avez fait en commune 4, on veut faire la même chose chez nous ». Donc se mettre avec ceci, ben, forcément c'est dans un cadre politique que ça crée un parti politique. C'est la raison pour laquelle vraiment le parti Yelema a été créé, qu'on lui a donné le nom Yelema. Parce que nous, vraiment, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, c'est la rupture, c'est le changement, c'est la remise en cause de l'ordre qui a cours dans notre pays et qu'on ne trouve pas juste, qu'on ne trouve pas efficace. Donc le non-changement s'est pratiquement imposé. Quand il a fallu trouver un nom à notre parti, parce que ça correspond à notre démarche. Donc voilà pourquoi le jeune expert comptable que je suis est amené à faire la politique d'une part et à créer un parti politique d'autre. On va essayer de rentrer dans le vif du sujet dans la mesure où la raison pour laquelle on est là un peu, c'est compte tenu de la situation que traverse notre pays. Est-ce que vous avez une idée de comment on en est arrivé là, sans être très long, en quelques mots, comment on en est arrivé là? Si je dois, je dirais, résumer, je pense que l'histoire de notre pays, depuis son indépendance, s'est caractérisée par l'infantilisation du Malien. L'infantilisation du Malien. C'est-à-dire le Malien a été le grand absent de l'histoire du Mali. D'abord sous Modibo, où c'était la masse qui comptait. L'individu ne comptait pas forcément. Et c'était la masse orientée par une élite. Une élite qui avait déjà des recettes toutes faites, issues du marxisme, et qui a engagé les gens dans une direction qu'ils ne comprenaient pas véritablement. Donc on a été infantilisé. Deuxièmement, par Moussa, c'était l'autorité, le pouvoir militaire. On ne demandait pas l'avis aux citoyens. C'est le militaire qui décide, c'est le chef qui décide, tout le monde le suit. Infantilisation. La démocratie, ça a été encore plus grave parce que c'est l'art de dire à quelqu'un tu es le chef pour mieux l'endormir. Le Mali a été infantilisé par la démocratie, par le simple fait que on est arrivé à rendre notre processus démocratique mercantile, où l'argent, la corruption, le trafic d'influence décidaient du sort des élections. Donc une partie de la population a démissionné volontairement. L'autre partie de la population qui jouait ce jeu de processus électoraux, d'élections, acheté, fraudé, n'a pas été pour autant considéré. Et donc, le Malien s'est assis et a considéré que c'est le leader qui fait tout. Moi, je ne fais rien. On laisse faire le leader, on le laisse décider, on l'accompagne, on ne le contredit pas. Pendant les 50 ans de l'histoire de notre pays. Et finalement, c'est lui qui doit être le socle du pays. Il a démissionné. Et donc, fatalement, quand le pays est soumis à des chocs extérieurs, comme on l'a vu avec les crises du Nord et le contexte géopolitique, et qu'il ne repose pas sur un socle citoyen fort, il s'écroule, comme on l'a vu aujourd'hui. L'État, c'est le citoyen. Quand le citoyen n'existe pas, l'État n'existe pas. Donc je pense aujourd'hui, ce qui a amené le Mali à ce niveau-là, au-delà de telle personne, c'est le fait que le citoyen a été infantilisé depuis 1960. Personnellement, ça pour moi c'est la cause profonde des malheurs de notre pays. Vous, quelle est votre position par rapport à ce qui se passe? Parce qu'il y a eu un coup d'État. Moi, je rappelle que vous en êtes là. Si vous en êtes où vous êtes, c'est un peu grâce à la démocratie. C'est-à-dire que le système d'exception qu'on est en train de vivre aujourd'hui n'aurait pas permis votre émergence. Et donc, quelle est votre position? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous n'avez pas honte de vivre dans le Mali qu'on nous présente aujourd'hui? Moi, je fais un diagnostic différent du vôtre. C'est-à-dire, la démocratie a besoin d'alimentation, comme toute forme d'organisation humaine. Si la démocratie n'est pas alimentée par une société civile forte, dynamique, par des partis politiques idéologiquement assis, dynamiques, organisés, par un système étatique équidistant, objectif, régulateur, la démocratie tourne très rapidement autour d'elle-même,
et finit par ne pas dire grand-chose. C'est à ce stade qu'était la démocratie malienne. Donc, pleurer sur le sort d'une démocratie comme nous l'avons eu, pour moi, ne nous amène pas quelque part. La véritable question aujourd'hui, c'est nous sommes tombés parce que le citoyen n'a pas été citoyen, parce que le système n'a pas été efficace, le système n'a pas été fonctionnel. Le coup d'État, c'est une conséquence de cette défaillance. Ce n'est pas le coup d'État qui a entraîné la défaillance de l'État, mais c'est la défaillance de l'État qui a conduit au coup d'État. Donc la vraie question pour moi, c'est comment faire pour sortir de cette situation. Plutôt que de dire j'ai honte de vivre dans la situation actuelle, la démocratie qu'on a eue, c'est cette démocratie qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc je vais courir derrière cette démocratie plutôt formelle que réelle et effective. Plutôt que de se poser ces questions, c'est nous sommes tombés bien bas. Comment nous devons faire pour rebâtir? Comment nous devons faire pour sortir de cette situation? Et sortir de cette situation dans un état qui nous met définitivement à l'abri d'une rechute. Ce sont ces questions que moi je me pose. Moi je ne me pose pas de question, est-ce que je dois avoir honte ou je ne dois pas avoir honte? Je me pose la question, on est tous tombés dedans. Chacun est responsable, d'autres plus que d'autres. Mais pris dans la globalité, nous sommes tous responsables. Le coup d'État est négatif. Le coup d'État est un acte qui ne doit pas être toléré, qui est intolérable, qui est condamnable, tout ce que vous voulez. Mais pour moi, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'il y a eu un coup d'État. Comment nous devons sortir de ce coup d'État? Le plus important, c'est quel système démocratique nous devons mettre en place dans notre pays pour y arriver. Moi, j'ai eu, je crois que vous étiez là le dimanche dernier quand j'ai animé une conférence, j'ai dit le coup d'État a ramené la démocratie malienne en arrière. Le coup d'État a été à la base de la désagrégation de l'armée malienne. Aujourd'hui, le coup d'État a brisé la chaîne de commandement au nord et ça a précipité la chute, je l'ai dit. Donc la question n'est plus si le coup d'État est positif ou n'est pas positif. Tout le monde sait que le coup d'État n'est pas positif. Même ceux qui ont fait le coup d'État, ils savent que le coup d'État n'est pas positif. Mais comment nous devons faire aujourd'hui pour qu'il n'y ait plus jamais de coup d'État? Pour moi, c'est le plus important. Je me trouvais dans un regroupement CSM qui s'appelle Convergence pour sauver le Mali, qui est un regroupement quand même connu pour soutenir les putschistes. Ah bon? Oui. C'est-à-dire au Mali, on sait que les regroupements qui soutiennent les militaires, c'est le CSM, la COPAM, IBK 2012, c'est des regroupements pro-putschistes. Les deux regroupements qui ne sont pas reconnus comme pro-putschistes, ça c'est le FDR et puis l'ADPS. Alors, il semble que votre regroupement a même fait des menaces. Est-ce que vous vous retrouvez avec la Convergence pour sauver le Mali et qui a fait des menaces en disant Modibo est capable même, par la voix de son président qui est Maître Tall, il disait Modibo aussi a du monde, et Djonkuna a du monde, il était en train de faire le lien entre Modibo et Djonkuna. Djonkuna est président par la Constitution. Modibo a été désigné par les accords cadres de Ouaga. Donc c'est ce que je n'ai pas compris dans la réaction du président de la CSM. Bon, on va revenir un peu en arrière. C'est-à-dire, vu de loin, on grossit les traits et on est dans, comment dire, dans le binaire. C'est-à-dire, il y a ceux qui sont pour le coup d'État, il y a ceux qui sont contre le coup d'État. Quand vous raisonnez comme ça, je pense que vous vous trompez lourdement. Moi, personne ne m'a jamais vu, Moutaratal aussi, et d'autres personnes de CSM, dire le coup d'État est une bonne chose. Nous sommes pour le coup d'État. Personne. Je n'ai pas dit ça. Il faut me donner un tout petit peu de temps pour expliquer. Okay, après, je vais expliquer comment la CSM même a été mise en place.
Nous faisons partie avec IBK 2012, avec d'autres regroupements. Il y a 13 regroupements au Mali. Avec d'autres regroupements qui disent le coup d'État a eu lieu. La question n'est plus est-ce que le coup d'État aurait dû avoir lieu ou pas. Il a eu lieu. La question, c'est comment nous devons faire pour sortir de cette situation statique. Nous faisons partie de cette catégorie de gens. Est-ce que vous êtes parmi ceux qui demandent le retour intégral de l'armée dans les casernes? Puisque ce n'est pas le cas actuellement. On va arriver, c'est deux questions distinctes. Il y a d'abord la question est-ce que le CSM est pro-putsch ou anti-putsch? Le coup d'État a eu lieu, sortons-en. Nous faisons partie de cette catégorie. C'est pourquoi nous nous sommes retrouvés. Nous sommes de différents partis, différentes associations. On a dit il y a ceux qui disent le coup d'État est la meilleure chose qui soit arrivée à notre pays. Ça c'est même pas Copam, MP22. MP22, c'est-à-dire le SADI plus d'autres organisations. Il y a ceux qui disent le coup d'État est la plus mauvaise chose qui soit arrivée dans notre pays. On veut retour à l'ordre constitutionnel. On veut retour des militaires dans les casernes. Ça c'est FDR. Nous avons dit, tous ces deux camps, c'est des postures. Nous situons au milieu, on parle aux deux. On dit, vous avez tous raison. Le coup d'État est mauvais ou le coup d'État est bon. Mais le coup d'État a eu lieu. Donc essayons-nous. Asseyons-nous. Et essayons de voir quel cadre institutionnel nous allons donner à notre pays pour sortir du coup d'État. Pour organiser les élections rapidement et continuer la démocratie. C'est pourquoi nous nous sommes retrouvés, il y a 33 partis et 400 et quelques associations pour former la CSM. C'est que les deux socles de la CSM, c'est le coup d'État a eu lieu, comment sortir de cette situation. Et la deuxième chose, c'est de parler avec tout le monde. De ne considérer personne comme à ne pas fréquenter. Parce que cette période-là est une période particulière où il faut l'unité de notre pays. Jamais vous n'entendrez d'un leader de CSM dire que le coup d'État a été une bonne chose. Nous soutenons les militaires et nous voulons que les militaires restent aux affaires. Jamais. Je vous mets au défi. Si vous arrivez à le prouver, si je me vous me le dites. d'intervenir, si je me permets. Voilà, donc ça c'est pour le classement pro-putschiste ou anti-putschiste. Nous avons fait un communiqué qui a été lu avant le communiqué des IBK. Si vous dites vous, nous, Yéléma, pas CSM. Parce que CSM n'existait pas. CSM a été créé 10 jours après le coup d'État. Notre communiqué, je vous le dis textuellement, après je vais vous le donner sur fichier. Nous avons dit, nous avons été, je vous dis textuellement, à force de le répéter, je le connais même par cœur. Nous avons été consternés par le coup de force intervenu dans la nuit du 21 au 22 mars. Coup de force qui remet en cause la fragile construction démocratique de notre pays. Point. Nous en prenons acte. Nous demandons aux autorités actuelles, donc les auteurs du coup d'État, de faire tout pour d'abord maintenir l'unité de l'armée. Parce que dès ce moment-là, on a compris que si l'armée est divisée, on est tous morts. Première chose, c'est d'abord maintenir l'unité de l'armée. Et ce qui s'est passé avec les Bérets Rouges nous ont donné raison. Ça, c'était le 22, c'est-à-dire le jour même du coup d'État. Je vous donnerai le papier juste après la rencontre. Je l'ai en fichier. Nous demandons aux autorités de maintenir l'unité nationale, donc de travailler avec l'ensemble des forces vives pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Et nous, Yéléma, nous sommes prêts à nous associer à toute initiative de construction nationale. Nous souhaitons prompt établissement et nos condoléances aux ceux qui ont perdu leur vie. Dans ce communiqué, il y a une seule chose qui manque, qui nous a été reprochée, c'est qu'on n'a pas dit on condamne le coup d'État. On nous l'a dit plusieurs fois. Et là aussi, je vais être franc avec vous. Dès le jour du coup d'État, le jeudi 22 mars, nous on a fait une réunion de notre parti. Et cette réunion, nous avons fait le constat que le coup d'État va diviser les Maliens. Et il faut des forces pour les ramener les uns vers les autres. Si nous sommes tous tranchés, nous allons disloquer notre pays. Peut-être même guerre civile. Et donc, nous avons dit, nous allons faire le choix d'être au milieu. On va prendre des coups, mais à long terme, ça va être le choix le plus adéquat pour coudre les gens.
Et pour être au milieu, il faut qu'on puisse écouter tout le monde, y compris les militaires, y compris ceux qui sont contre, et ceux qui sont pour. Et il faut que tout le monde puisse nous écouter. Vous l'avez fait? Non. C'est-à-dire, nous l'avons fait parce que tout découle de ce positionnement. Et c'est à la suite de cela que nous avons dit, pour que tout le monde puisse nous écouter, pour que nous puissions être écoutés de tout le monde, il faut que nous adoptions une position médiane. C'est pourquoi on a fait ce communiqué. Le communiqué, on ne condamne pas le coup d'État, mais on dit que le coup d'État remet en cause la construction démocratique de notre pays et il n'est pas positif. On le dit. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, nous sommes sur cette posture-là. C'est comment faire en sorte que les gens se parlent, les gens s'écoutent et qu'on sorte de cette situation. Maintenant, j'en viens à la CSN. Par rapport, je dirais, à Maître Tal qui aurait dit que Cheikh Modibo Diarra a autant de monde que Djamouda. Aujourd'hui, je pense que ça c'est un fait qui est incontestable. Mais ça ne veut pas dire que Cheikh Modibo Diarra doit être président de la République. Cheikh Modibo Diarra aujourd'hui est plus populaire que Djamouda Oumed. Je pense que le président Djamouda lui-même en a conscience, eu égard à l'histoire. C'est normal. Mais chaque époque, ses leaders, ses responsables. Il est plus populaire. Ah, je vous l'assure. Non, mais ça, après, ça, c'est. Vous avez aucun. Non, ça, je vous l'assure. Vous avez aucune statistique dessus. Moi, je le dis. Non, mais on prend acte. Je suis après, là-bas. C'est pas la parole sainte. Voilà, non, c'est pas la parole sainte, mais c'est la parole de quelqu'un qui est au courant de ces choses mieux que vous. C'est ce que j'ai dit, on prend acte. Voilà, donc prenez-en acte et avançons. Le président Djamouda, nous avons souhaité à un moment déterminé que pour la stabilité des institutions, qu'il puisse diriger le pays. Et aujourd'hui, à part quelques acteurs qui sont, je pense, minoritaires, tout le spectre politique et le spectre social est d'accord que le président Djamouda dirige le pays. D'abord, c'est ce qui est prévu par la Constitution. Et ensuite, c'est un acteur qui, depuis qu'il a prêté serment jusqu'à aujourd'hui, il est plutôt dans son rôle de rassemblement. Donc c'est un facteur de stabilité. Je pense que ça, c'est pas contesté aujourd'hui. Nous avons été ceux qui ont soutenu le Premier ministre, parce que le Premier ministre aussi est un pôle de stabilité. Parce que son parti se retrouve dans votre regroupement. Pour la petite histoire, le parti du Premier ministre est venu dans le regroupement après que nous ayons décidé de le soutenir. Ça, c'est juste pour la petite histoire. Parce que là aussi, on l'a dit régulièrement. C'est peut-être c'est pour ça qu'ils sont venus. Mais en tout cas, nous, on l'a soutenu avant qu'ils ne viennent nous rejoindre. Et moi qui suis devant vous, je ne sais pas si vous êtes au courant, je représente un parti qui n'a pas de ministre au gouvernement, qui n'a pas eu de ministre au gouvernement et qui a toujours dit qu'il n'est pas intéressé par un ministre au gouvernement. Aujourd'hui, ce qui est le plus important pour nous, c'est encore une fois faire la plus grande unité possible des acteurs politiques, des acteurs de la société civile pour sortir de cette situation. Tout le monde est pour le retour intégral des militaires dans les casernes, mais ils ne pourront pas retourner maintenant. Merci. Voilà. Merci. Ils ne pourront pas retourner maintenant parce que ces militaires-là sont les produits de la société malienne. Et en tant que produits de la société malienne, ils aspirent eux aussi à un certain nombre d'avantages. Je préfère vous tenir un langage de vérité. Personne ne pourra obtenir des militaires de rentrer dans les casernes. Et moi, je suis plutôt dans la réalité. Je dis, des hommes ont fait un coup d'État. Ils se retrouvent à la tête du pays. Qu'on le veuille ou pas, ils sont là. Ils sont en armes. Ça sert à quoi de s'asseoir et de dire, allez-y dans les casernes. Sachant que... Mais c'est leur place là. Sachant que... Non, c'est clair. C'est clair, nous sommes tous d'accord que c'est leur place. Et on le sait depuis 60. Ces gens-là, qui sont en armes, qui sont au pouvoir, qui sont populaires, que vous le vouliez ou pas, qui sont soutenus par une frange importante de la société. Comment, matériellement, obtenir leur retour, autrement que par la force? Et la force employée contre ceci, ça c'est le pays qui est foutu. Moi je préfère, au lieu de ça, aller les voir
Vous avez fait le coup d'État. Vous avez employé des arguments qui sont des arguments qui sont valables. Vous-même, vous voulez récupérer le Nord. Travaillons ensemble à ce que vous vous occupez déjà de cette question du Nord. Mettons en place un pouvoir civique. Vous participerez à ce pouvoir civique. Gérons ensemble cette période de transition qui doit être la plus courte. Faisons les élections pour qu'un pouvoir civil élu vienne et que vous participiez à la construction ou à la reconstitution de l'armée progressivement et que l'armée devienne républicaine. Moi, personnellement, je préfère cette démarche. Vous comprenez? Parce qu'il n'y a pas simplement d'autres alternatives. Et ça, je vous parle vraiment, franchement. Moi, il a dit, hein, moi j'ai été élu. Je n'ai pas fait de coup d'État. On a annulé mes élections. Je n'ai pas fait d'insurrection. Je n'ai pas demandé aux gens de descendre dans la rue cassée. J'ai dit non, attendons. On va faire des élections dans un an ou dans quelques temps. J'ai attendu, on a fait des élections dans un an. J'ai gagné de nouveau et je suis venu, malgré les tares du système. Donc, on ne peut pas faire injure à quelqu'un comme moi d'être putschiste ou d'être pour un coup d'État pour ne serait-ce que quelle raison. Simplement, je trouve que l'intérêt de notre pays aujourd'hui, c'est d'avoir l'unité. Et l'unité des Maliens, c'est aussi prendre en compte les militaires qui sont des Maliens, au même titre que les autres. Travaillons ensemble pour sortir de cette situation. Dans ce cas, le MNLA, c'est des Maliens comme tous les autres. Prenons-les tels qu'ils sont. C'est-à-dire, si on veut un débat constructif, moi je pense qu'il faut qu'on prenne les choses étape par étape. Si je réagis à cette question, ça va nous amener loin. Réserve cette question, vidons la question des militaires dans les retours aux casernes et autres. On va revenir sur le Nord et sur le dialogue à faire avec MNLA et autres. D'abord, moi je ne suis pas sûr qu'on est bloqué. Je pense qu'on avance. On avance peut-être doucement, je pense qu'on avance. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous dites que les militaires aussi réclament leur part du gâteau. Parce que le Mali depuis 20 ans ressemble à un gâteau que tout le monde est en train de se partager. Et là, si on est cynique, on dit, ben, il faut aussi leur donner leur part. Je vous le dis, hein, tout le monde, y compris nous jeunes, y compris nous politiciens, quel que soit le rang qu'on a pu se faire, nous avons tous donné l'impression que notre pays est un gâteau et il faut que chacun prenne sa part. Donc quand une frange de la population en armes sort sur la scène politique et dit, bon voilà, nous aussi, il faut nous donner notre part de gâteau, quelque part ils ont raison. Maintenant, il faut que nous, jeunesse d'aujourd'hui, nous qui sommes désireux de faire que notre pays ne soit plus un gâteau pour ses enfants, il faut que nous organisions pour bâtir sainement quelque chose qui puisse durer. Parce que, et ça je vous le dis, si on continue dans cette direction, avec la corruption, avec les problèmes de place dont il a parlé, où dès qu'on ouvre un gouvernement, ça ressemble vraiment à une course de vitesse pour les places. Tant qu'on continuera dans cette direction, je vous assure que le Mali n'est pas sorti de l'auberge. Et ça, je préfère le dire clairement. Il faut là aussi voir le contexte. D'abord, juridiquement, Djongouda est le président de la République par intérim. La Constitution elle-même limite les pouvoirs du président de la République par intérim. La Constitution empêche le président de pouvoir désigner un Premier ministre. Le président par intérim ne peut pas désigner un Premier ministre, il ne peut pas former le gouvernement, il ne peut pas dissoudre le Parlement, il ne peut pas faire un certain nombre de choses. Donc ça, il faut d'abord tenir compte de ça. Puisque nous sommes dans la Constitution tant que faire se peut. D'autres facteurs, c'est que le Premier ministre, lui, sa légitimité, c'est un accord cadre avec la CEDEAO et le CNRD. Et c'est cet accord cadre qui stipule que le Premier ministre a les pleins pouvoirs. Aujourd'hui, il est difficile d'avoir un président de la République et un Premier ministre avec les pleins pouvoirs. Mais on ne peut pas aussi considérer le Premier ministre comme un président élu qui le désigne. Donc, devant qui il est totalement responsable. Ça veut dire que la situation actuelle, elle est exceptionnelle. Elle n'est pas prévue dans la Constitution. C'est l'intelligence et le patriotisme qui permet aux uns et aux autres de la gérer. Où le pouvoir est de fait éclaté entre le président par intérim et le Premier ministre. Et dernière chose, nous sommes dans un cas de coup d'État militaire. Les militaires, qu'on le veuille ou non, ils ont
une autorité. Il faut le comprendre. Hein. Ailleurs, les gens font un coup d'État et ils dirigent. Effectivement, ailleurs. Aujourd'hui, nous sommes dans un cas où les gens ont fait un coup d'État. Et avec les pressions, avec les discussions et autres, on est arrivé à leur faire comprendre qu'ils ne peuvent pas diriger effectivement. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les prendre en compte. Donc, nous sommes un peu dans un pouvoir triangulaire où on a un président par intérim qui est le chef de l'État, mais qui de fait partage le pouvoir avec le Premier ministre et avec les militaires. Moi, je pense que c'est ce contexte qu'il faut voir. Mais maintenant, qu'est-ce qui me fait penser que ça avance? C'est que ces trois responsables-là travaillent ensemble. Chacun avec son parcours, avec son expérience, avec ses compétences, avec ce qu'il est personnellement, avec ses limites, avec ses faiblesses, avec ses forces. Et jusqu'à aujourd'hui, ça tient. Il y a un gouvernement qui a été mis en place. Ce gouvernement aujourd'hui représente une bonne partie de la classe politique. On ne va pas dire toute la classe politique, mais une bonne partie de la classe politique, y compris ceux qui ont demandé à ce qu'on mette en place le gouvernement d'union nationale. Justement, permettez-moi d'intervenir avant de parler du gouvernement d'union nationale. Est-ce que justement ces trois pôles de pouvoir, en quelque sorte, que vous dites qu'ils devraient travailler ensemble, est-ce qu'ils jouent franc jeu entre eux? Est-ce qu'il n'y en a pas certains qui essaient de détourner le pouvoir de l'autre? Je ne sais pas, je pense par exemple à Modibo. Quand on dit qu'il passe des décrets sans informer personne, des décrets qui devraient être pris en Conseil des ministres, et qu'il fait passer comme ça, que ce soit des nominations ou autres, ou encore ce qui s'est passé avec l'épisode du gouvernement, justement, peut-être des gens qui ont été écartés alors qu'ils auraient dû y être, je ne sais pas. Bon, il y a eu un cas où une personne figurerait, moi je le mets vraiment au conditionnel, sur un décret du président qui a été soustraite et qui a été ajouté après, parce qu'on l'a vu que le gouvernement a été mis en place et après il y a eu un décret pour le compléter. Bon, ce sont des impairs. Ce sont, je dirais, des situations regrettables. Non, je suis tout à fait d'accord parce que quand on veut la construction d'un État fort, d'un État, je dirais, efficace, il faut que, dans la mesure du possible, on aille sur les normes institutionnelles. Mais cela n'enlève rien au fait que le gouvernement a été mis en place en accord entre ces différents acteurs. Je pense qu'aucun d'entre eux, officiellement, n'a dit qu'il n'était d'accord. Le président a signé le décret. Le Premier ministre dirige le gouvernement et les acteurs militaires sont représentés dans le gouvernement par 4 personnes. Donc, tant que l'essentiel permet d'avancer, comme on le voit dans l'épisode de la lettre du président, la lettre du président a été partagée entre les uns et les autres. Il y a eu des impairs de communication, mais ils sont tous d'accord sur le contenu et sur la lettre de ce courrier-là. Pour moi, c'est le plus important. Et ça, c'est des actes majeurs. En fait, ça, on ne peut pas vraiment savoir, parce que John Kunda, on ne l'a pas vraiment entendu s'exprimer, on ne l'a pas vu à la télé. On voit on nous lit des communiqués, on nous fait parvenir des communiqués, mais on ne sait pas si ces communiqués, est-ce que c'est réellement lui qui les rédige? Non, on ne sait pas. Peut-être que c'est lui, peut-être que ce n'est pas lui. Mais on a l'impression qu'il est comme si on l'avait mis en prison, qu'il était muselé, et que certains parlent à sa place. Non, et aussi pour en venir à un autre point aussi, il y a Cheikh Modibo Diarra, il a une certaine défiance envers John Kunda. Quand on sait que sur l'ORTM, il s'est exprimé, il a dit que, de manière irrespectueuse, que en gros, peu importe ce que John Kunda faisait, lui il allait rester et qu'il a les pleins pouvoirs, il fait ce qu'il veut, que John Kunda ne fait rien contre lui. Et puis il a tourné ça de manière ironique et irrespectueuse. Vous savez, regardez les faits. Le président, il a pris un décret pour désigner Cheikh Modibo Diarra Premier ministre. Vous êtes d'accord avec moi? Il a pris un décret. Il préside le conseil des ministres avec Cheikh Modibo Diarra. Les nominations interviennent au conseil de ministres normalement. Le président, il a fait ce courrier, il est dans ses droits, c'est le chef suprême des armées. Il a écrit au président Ouattara. Il y a eu un communiqué
de quelqu'un au nom du CNRDRE pour dire on n'est pas d'accord. Le responsable du CNRDRE est venu pour dire on est d'accord avec la lettre, quelle que soit la formule qu'il a donnée, mais il est d'accord avec la lettre, on l'a vu hier à la télé. Vraiment, moi je souhaiterais qu'on fasse confiance d'abord à ces responsables et qu'on regarde les faits. Maintenant, Diongoula était un Mais leader. le thème, c'était les faits quand même. C'était un leader Il s'est politique. exprimé. Oui, mais je dis après ça, il y a eu un décret où le président a désigné le Premier ministre. Donc c'est le président qui l'a nommé, quel que soit ce qui s'est passé après. En fait, si on regarde les faits, si on regarde ce que justement CMD a dit par rapport à Diongoula, et si on regarde ce que Diongoula a dit quand il est rentré, on se dit que vraiment, il n'y a pas d'accord possible entre eux. Et après, on nous sort un communiqué signé de la présidence. Bon, Qu'est-ce que Diongoula a il y dit? a de quoi se poser des questions en tout cas. Qu'est-ce que Diongoula a dit? Il dit, je vais proposer aux forces vives la création d'un haut conseil d'État, le président avec 2 vice-présidents. Je vais proposer la création d'une commission nationale de négociation. Je vais proposer la constitution d'un gouvernement d'union nationale. Est-ce que le président a dit, je vais limoger Cheikh Modibo Diarra? Moi, je ne pense pas. Les gens ont interprété. Maintenant, moi, je trouve que ce qu'il a dit et ce qui est en train de se faire, il n'y a pas de contradiction. Il y aura des assises nationales, soit à la fin de cette semaine, probablement à la fin de la semaine prochaine. Et ce sont ces assises nationales qui vont acter les propositions du président. Ce président, tout le monde a souhaité qu'il vienne. Aujourd'hui, il vient, il est en train de jouer son rôle. Qu'on ne lui fasse pas l'injure de le considérer comme un pantin. Vous avez aujourd'hui la période dans laquelle nous sommes, 2 priorités. Il y a une priorité des priorités, ça c'est la question du Nord. Et il y a une seconde priorité, c'est la question des élections. C'est pour vous dire simplement, et c'est l'opinion de 90% des Maliens et de toutes les autorités, que sans libération du Nord, sans retour de l'administration et sans retour d'une bonne partie des réfugiés, il n'y aura pas d'élection. Nous avons tous acté cela, même si certains nous demandent non, de faire des élections et ensuite de s'atteler à la libération du Nord. Non, d'abord le Nord, après les élections. On ne peut pas faire d'élections dans un pays occupé. En tout cas, nous, la conception qu'on a de notre pays, c'est un pays non divisé, multi-ethnique, laïque. Donc il faut que nous retrouvions l'intégrité de notre territoire. Donc la question majeure, c'est comment recouvrer l'intégrité du territoire, puisque les élections viennent après. Aujourd'hui, il n'y a pas d'antagonisme entre la question de la guerre et la question des négociations. Les deux se feront de toute façon. C'est pour rassurer les uns et les autres, il y aura la guerre. Parce que certains acteurs qui sont au nord n'ont pas d'agenda compatible avec un État. Comme nous, on est un État, on ne peut pas négocier avec eux. Donc, il y aura la guerre pour faire partie sociale. Mais il y aura aussi forcément la négociation. La négociation peut avoir lieu avant la guerre, peut avoir lieu pendant la guerre, peut avoir lieu après la guerre. Tout est une question de la préparation du Mali lui-même à entamer des négociations. Aujourd'hui, le Mali n'est pas vraiment prêt à entamer des négociations parce qu'on ne sait pas qui va négocier. On a des autorités, mais on parle de la mise en place de cette commission de négociation. On ne sait pas qui négocier, quels sont les éléments non négociables, quels sont les éléments à négocier, et on ne sait pas comment négocier et avec qui négocier. Donc, il faut que très rapidement nos autorités s'attellent à ces différentes questions pour qu'on soit prêt à entamer les discussions. Pour la question de la guerre, on sait tous que l'armée, et c'est dans le sens que le président Diongoula a adressé un courrier à la CEDEAO, on sait tous que l'armée n'a pas les moyens aujourd'hui de libérer le nord et de le tenir. Parce qu'il faut savoir que libérer les villes et autres, c'est une chose. Faire partir tous ces gens-là de notre territoire, c'est autre chose. Faire partir tous ces gens de notre territoire, c'est en plusieurs années qu'il faut le concevoir. Libérer les grandes villes, libérer les villes pour que l'administration puisse s'installer, que les réfugiés puissent entrer, ça peut se faire assez rapidement. C'est ce que nous visons aujourd'hui. Et cette étape, on aura besoin de soutien. Donc, demander la CEDEAO. Maintenant, je pense qu'il faut attendre les semaines à venir la réaction de la CEDEAO. Si la CEDEAO est prête à avancer,
si la CEDEAO est prête à nous aider, et si tous ceux qui sont derrière, la communauté internationale, sont prêts à y aller. Par extraordinaire, si on n'a aucune aide de l'extérieur, si on n'a aucune aide de la CEDEAO, ça va être extrêmement compliqué de libérer le Nord. Mais en ce moment, je pense que ce ne sera pas seulement le Mali qui sera en danger, mais c'est tout l'Ouest africain. Monsieur Mara, on va aller plus vite parce qu'il y a des dizaines de questions qui arrivent des amis internautes. Donc, entre autres, avant de redonner la parole à Fatoumata qui est en régie, je viens d'en recevoir une, c'est de la part de Mohamed Traoré. Donc, il pose la question suivante. Si il vous était donné de comparer les 23 ans de Moussa Traoré et les 20 ans de démocratie sous Alpha et 10 ans de Alpha, 10 ans de ATT, lequel vous choisirez? Répondez par oui ou non, ou par le premier ou le deuxième. Il faut le dire qu'on ne peut jamais répondre par oui ou par non. Essayez. On a eu des débats lors du cinquantenaire. Là, c'était très intéressant. On a eu des débats à la télé ou ailleurs où les Maliens aiment bien justement dire, bon, qui était mieux? Moi, je dis, chacun a fait ce qu'il a pu. Mais ce qui est clair, c'est que la démocratie a construit nettement le Mali mieux que Moussa et Modibo réunis. Quand je dis construire, c'est en termes d'infrastructure, en termes d'équipement, en termes de croissance économique, en termes même de richesse. C'est évident, puisque la démocratie, il y a eu une prime, il y a eu beaucoup d'aides qui sont venues de l'extérieur. Mais la démocratie a péché sur la construction du Malien. L'éducation, la culture, le patriotisme, la citoyenneté, c'est là où la démocratie a le plus péché. Et c'est ce qui nous a amenés aussi dans cette situation. Donc aujourd'hui, personne ne peut dire Moussa vaut mieux que Modibo, Modibo vaut mieux que Alpha, Alpha vaut mieux que ATT. Chacun a fait ce qu'il a pu. L'histoire jugera les uns et les autres. Mais si moi je dois choisir entre la démocratie et la dictature, je choisis la démocratie. D'accord. Donc ça fait rebondir. Justement, pour rebondir là-dessus, est-ce que on n'est pas en train de revenir à une dictature? Quand Modibo dit que personne ne peut l'enlever de là où il est, et qu'on sait qu'on lui a donné plein pouvoir avec l'accord cadre, est-ce que quelque part, c'est pas une nouvelle dictature qui est en train de se mettre en place? Surtout qu'on a le retour sur la scène politique du général Moussa Traoré. On a deux de ses anciens ministres qui ont intégré le gouvernement. Et on le voit omniprésent avec Cheikh Modibo Diarra. Tu as vu le général Moussa Traoré omniprésent avec Cheikh Modibo Diarra? Moi, je vais vous dire, par rapport au général Moussa Traoré, c'est quelqu'un qui n'est intéressé ni de près ni de loin par les questions politiques d'aujourd'hui. Et ça, je vous l'assure. Maintenant, le nombre d'anciens ministres de Moussa Traoré qui ont été ministres de l'ADEMA, de la période Alpha, le nombre d'anciens ministres de Moussa Traoré qui ont été ministres de ATT, si vous vous mettez à les dénombrer, il y en a beaucoup. Le nombre d'anciens députés de l'UDPM qui ont été députés de l'ADEMA et qui sont encore députés aujourd'hui, si vous les dénombrez, il y en a beaucoup. Mais M. Mara, c'est pas pareil. En fait, on va pas noyer le poisson. Je me permets de recadrer un peu, c'est un peu mon rôle. Ce que Djibril veut dire, et je pense que tout le monde l'aurait compris, c'est qu'à un moment donné, la connivence en matière de politique pose problème. Vous ne pouvez pas être le gendre d'un dictateur qui, pendant 23 ans, a fait reculer le pays, et vous arrivez par le biais d'un coup d'État qui nous rappelle les 23 ans de ce dictateur-là. Et donc, vous venez, vous recyclez et le dictateur et des gens qui ont été des ministres dans des portefeuilles très importants dans son gouvernement. C'est là où on veut en venir. En fait, il y a un problème de connivence à un moment donné entre un gendre et son beau-fils, entre un beau-père et son beau-fils. Ça, c'est d'une part, et d'autre part, de recycler tous les gens. Est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de Maliens valables pour occuper le poste que Cheikh Modibo Diarra a confié aux anciens de Moussa Traoré? Vous, votre parti s'appelle Yéléma. Ça veut tout dire. Quand on parle de Yéléma, on ne prend pas du vieux pour faire du neuf. À quel moment vous vous reconnaissez dans cette politique de Cheikh Modibo Diarra? C'est ça qui nous pose un problème. C'est-à-dire que vous parvenez à vous reconnaître dans la politique de recyclage d'un régime qui sévissait quand vous étiez très jeune. C'est ça qui nous inquiète. Donc, quel est votre mot là-dessus? Aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est que nous sortons de cette situation. Je crois que je l'ai répété 10 000 fois. Oui, mais au-delà de ça... Je le dis, mais tu me permets de répondre aux questions. Au-delà de ça, j'ai dit tout à l'heure, le Mali est une continuité. Il y a eu des anciens ministres de Modibo qui ont été ministres de Moussa.
Il y a eu des anciens ministres de Moussa qui ont été ministres de Souladema et qui ont été ministres de Souatete. Pourtant, je n'ai pas entendu des gens dire on est en train de recycler. Cheikh Mouroubou Diarra est le gendre de Moussa Traoré, oui. Mais Cheikh Mouroubou Diarra a été choisi par rapport à beaucoup d'autres choses que le fait qu'il soit le gendre de Moussa Traoré. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, Moussa Traoré ne s'intéresse pas à ces questions et il n'a pas d'impact sur la marche de l'État aujourd'hui. Si vous avez la preuve qu'il a donné tel ordre ou tel autre ordre ou tel autre ordre par rapport à quoi que ce soit, autre que le fait que c'est le gendre ou c'est le beau-père de X ou Y, X, Y à tel ou tel poste, est-ce que ces personnes sont capables de faire le boulot ou pas? Dans ce temps court qui est un temps de transition. Pour moi, c'est ça la question. Je pense aujourd'hui. Nous, on pose les questions, c'est à vous de répondre. Pour l'instant, moi, je n'ai pas de raison de douter des uns et des autres. Et je le dis encore une fois, ces personnes qui ont été ministres sous Moussa ont eu des postes élevés. C'est lui qui est, par exemple, le ministre des Finances aujourd'hui, qui était ministre des Finances sous Moussa. Avant d'être ministre des Finances, il était PDG de la CMDT. La CMDT est la plus grande entreprise de notre pays. Et il était PDG de la CMDT sous ATT. Donc, juste pour vous dire que les cadres, il faut les laisser gérer. Surtout si ces cadres n'ont pas d'appartenance politique avérée. Faisons en sorte que la transition soit la plus objective possible, qu'elle soit la moins partisane possible. On a un gouvernement, accompagnons le gouvernement à avancer. Ne cherchons pas la petite. On va prendre une autre question. Est-ce que tu as une question qui est en relation avec ce qu'on est en train de dire là? Oui, par rapport à la transition. Si jamais la transition elle dépasse les 1 an prévus par la CEDEAO, est-ce qu'on envisage des élections sans le Nord ou est-ce qu'on envisage la prolongation du mandat des autorités de transition? Moi, je pense que la transition va dépasser 1 an. Et il est probable que les autorités de la transition conduisent la transition. D'abord, le président, Djamouda, il est président par intérim. L'intérim veut dire qu'il finit sa mission quand on aura un président élu. Tant qu'on n'a pas un président élu, il va rester président du pays. Donc, si la transition prend 2 ans, il restera président de la transition, il restera président par intérim jusqu'à ce qu'on mette en place un président élu. Les autres autorités, ça va dépendre, je pense, des positions des uns et des autres, des accords entre les uns et les autres. Je reviens à Cheikh Mouroubou, il a posé une question par rapport à Cheikh Mouroubou. Et je profite pour demander à Dia, pour que le débat, pour que le débat puisse être efficace, il faut arrêter de nous dérouter. Les questions qui sont posées, laisse-moi répondre à ces questions. Après, tu notes. Si tu n'es pas d'accord avec quelque chose, tu notes et puis toi-même, tu poses la question. Il avait dit, Cheikh Mouroubou Diarra, il a manqué de respect à quelqu'un. Il a estimé que personne ne doit le mettre en place et qu'il tiendrait son pouvoir d'un pouvoir, je ne sais, supérieur. Il faut savoir qu'il a été mis en place par des gens. Il a été mis en place par des gens. Ce sont des gens qui l'ont désigné. Et jusqu'à preuve du contraire, il y a des gens qui l'ont désigné. Donc personne aujourd'hui au Mali ne peut prétendre, Cheikh Mouroubou Diarra ou qui que ce soit, de ne dépendre de personne. Ça n'existe pas. Et je pense qu'il le sait. Donc on n'est pas dans un cas de dictature. Il a dit que personne ne peut accepter sa démission. Il a été mis en place par quelqu'un. Donc s'il a été mis en place par quelqu'un, c'est quelqu'un. Quelqu'un peut accepter sa démission. Ça peut être des problèmes juridiques, mais c'est que sa démission peut être acceptée. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a aucun signe qui va amener le Mali dans une dictature. Et justement, le fait que le pouvoir soit partagé entre plusieurs centres, c'est la garantie absolue qu'il n'y a pas de dictature. Je ne pense pas qu'on aura une dictature. Au contraire, je pense qu'on va faire une transition. On va faire une transition, on va avancer dans la transition. On va récupérer le Nord. On va organiser des élections. Ça prendra le temps que ça prendra, mais le pays sortira de cette situation. Si nous sommes tous d'accord, nous sommes unis, nous nous donnons la main et que nous ne sommes pas en train de nous tirailler sur ce que X a fait il y a 40 ans ou ce que X a fait il y a 50 ans. D'accord, j'en profite pour poser une question dans le même ordre. Vas-y. Vous avez parlé du ministre des Finances. Est-ce que vous pourriez dire quelques mots sur les actions qu'il a pu mener par rapport, par exemple, à des gros contrats qui ont été prolongés? Je pense par exemple aux mines de Sadiola, à des conditions qui peuvent être jugées un peu scandaleuses pour quelques dizaines de milliards. Donc, en plus, c'est des contrats qui sont sur plusieurs années. Donc, par exemple, il y a un contrat pour la mine de Sadiola qui s'engage sur 12 ans.
Donc c'est des contrats qu'on ne pourra pas dénoncer du jour au lendemain. Est-ce que la prolongation de ces contrats ne cherche pas juste à entretenir justement un gouvernement qui cherche des ressources pour approvisionner les salaires des fonctionnaires et pour se maintenir en place? D'abord, pour les contrats, première chose, la mine de Sadiola est gérée par une compagnie sud-africaine depuis 1995. La mine devait fermer à l'origine en 2014. Avec l'augmentation du cours de l'or depuis 3 ans, la mine, la durée de vie de la mine a été prolongée parce que le peu de minerais qui reste devient rentable. Donc, ceux qui gèrent la mine ont contacté les autorités, ça c'est 1 an avant le coup d'État, pour leur dire, bon, nous voulons proroger la mine sur une dizaine d'années au cours actuel de l'or, et nous vous demandons simplement de signer un accord, parce que quand les gens ont la concession d'une mine, ils signent un accord avec l'État. L'État a 20% de la société, il gère et puis il verse à l'État des dividendes et il paye d'autres taxes sur les exportations. Donc l'accord qui a été signé entre l'État et cette société, ce n'est rien d'autre que cet accord de prorogation de la durée de vie de la mine. Il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. L'État continue à rester. La mine est gérée comme elle était gérée depuis 1995. L'État perçoit ses royalties, c'est-à-dire 3% sur l'exportation, et l'État perçoit ses dividendes quand la société fait un bénéfice. Ce n'est pas comme si l'État a donné quelque chose à quelqu'un et la personne doit payer quelque chose. C'est le droit d'utiliser la mine, le droit de continuer à pomper le minerai et à pouvoir l'exploiter. Maintenant, cela étant dit, dans le fond, on peut penser à juste titre que le code minier malien contient des largesses qu'il faut sans doute remettre en question. D'ailleurs, le pouvoir de la transition, le ministre des Mines, le nouveau ministre des Mines qui a été mis en place dans ce gouvernement, en a parlé. La relecture du code minier pour d'abord permettre que les Maliens puissent être beaucoup plus dans le secteur des mines, des opérateurs économiques maliens, que l'État malien puisse avoir pourquoi pas une part plus importante de la société minière. Donc ça, c'est des réflexions qui sont en cours, mais c'est des réflexions que le pouvoir, le ATT aussi, avait évoquées. Ici, il s'agit ni plus ni moins que de signer un accord qui avait été conclu avant le coup d'État. Il n'y a pas autre chose dedans. Et autre chose, l'État malien, sur la base de l'économie malienne aujourd'hui, fonctionne sans l'assistance de personne. On paye les salaires, le fonctionnement est assuré. Et on pourrait le faire 1000 ans. Parce que grâce au progrès économique et surtout à l'augmentation de la production du Mali pendant les 20 dernières années, pendant la période de la démocratie où le Mali s'est beaucoup enrichi, l'économie s'est un peu diversifiée et densifiée et rend aujourd'hui le Mali, au moins sur son fonctionnement, autonome. Maintenant, sur les investissements, on a besoin des autres. Pour faire des routes, pour faire des ponts, pour faire des écoles et autres, là on a besoin de l'assistance extérieure. Mais pour payer les fonctionnaires, payer le fonctionnement, on devrait être autosuffisant pour créer des routes, pour faire des écoles, mais les fonctionnaires... Voilà, c'est-à-dire l'idéal pour un pays normal, c'est que ce n'est pas un non-sens, madame. C'est que déjà, le Mali, il y a 30 ans, on n'arrivait même pas à payer les fonctionnaires déjà. Donc c'est qu'on a progressé. Mais on n'a pas progressé au point où nous pouvons non seulement payer nos dépenses de fonctionnement et payer nos dépenses d'investissement. Mais il y a 30 ans, on n'arrivait même pas à payer nos dépenses de fonctionnement. C'est ce que je suis en train d'expliquer aujourd'hui. C'est de dire aujourd'hui, il n'y a pas de menace sur les salaires. Beaucoup de personnes ont dit, ah, dans 6 mois, dans 7 mois, on n'arrivera pas à payer les salaires pour créer une sorte de psychose. Il n'y a pas de menace sur les salaires. Par contre, pour que le pays puisse croître, se développer, il a besoin d'infrastructures, il a besoin d'énergie, il a besoin d'universités. Et là, on a besoin de l'assistance extérieure aujourd'hui pour y arriver. Il y a combien la population malienne, elle compte combien d'habitants? 15 millions. Il y a combien de fonctionnaires? 100 000. Donc on s'intéresse aux 100 000, les payer pour qu'ils puissent manger tous les jours. Le reste là, eux, ils ont besoin des infrastructures pour pouvoir travailler au quotidien. C'est l'école, c'est Vous n'avez pas compris. Si. Je ne suis pas en train de dire que la priorité du Mali est de payer les fonctionnaires. Je suis en train d'anticiper. C'est-à-dire aujourd'hui, l'État
pour assurer son fonctionnement, pour ne pas s'effondrer. L'État se suffit aujourd'hui. Mais pour pouvoir justement investir, développer le pays, on aura besoin de l'assistance extérieure. Maintenant, notre objectif, l'objectif d'un pays normal, c'est que nous nous organisons, nous nous battions pour nous passer de l'aide. Et cet objectif n'est pas suffisamment suivi par le Mali. C'est comme la plupart des pays africains d'ailleurs, on a tendance à penser que l'aide extérieure fait partie de nos ressources normales. On compte dans le budget, quoi. Voilà, exactement. Moi, je vous invite, si vous avez le temps, à regarder mon site personnel ou le site de mon parti. Vous allez voir notre projet de société où justement, on donne un certain nombre de propositions pour permettre à notre pays, dans quelques années, à se passer de l'aide extérieure. On va parler de chiffres concrets. Il y a 100 000 fonctionnaires au Mali, ça c'est des chiffres très grossis. Après, les statistiques réelles, moi j'ai cherché avant le débat justement pour en parler, j'en ai pas eu. Mais 100 000 pour moi c'est un chiffre grossi. Ça c'est d'une part, de deux parts. Les salaires maliens sont l'un des salaires les plus bas de la planète. Et donc, qui parle au jour d'aujourd'hui, j'ai vu que le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra, il est fier parce qu'il arrive à payer les fonctionnaires. Tout le monde sait, tout le monde a averti. On n'a pas besoin d'être un gros financier, on n'a pas besoin d'être un champion en économie pour savoir que c'est pas tenable. Il ne pourra pas. Aujourd'hui, il y a un manque à gagner qui s'évalue à peu près 300 milliards de francs CFA. Le Mali a toujours eu besoin, même en temps de paix, du FMI, de la Banque mondiale, de ses créanciers pour pouvoir payer ses fonctionnaires. Et comme par hasard, aujourd'hui, le Mali est amputé de toute coopération économique internationale. Tous les gens qui nourrissaient le Mali aujourd'hui ont fermé le robinet, ça c'est un. Et de deux, les recettes du Mali, les recettes douanières. Premier apport après l'agriculture. Faux. Peut-être que je me trompe. Après, je suis pas un homme politique. Tu entends me parler à un expert comptable. Je viens, justement. D'où ça devient intéressant. Et donc, je veux repartir dans mon erreur. Les recettes douanières, deuxième apport du budget d'État. Si je me trompe, vous allez me rectifier. Ça, au jour d'aujourd'hui, tout le monde sait comment c'est. Il y a la plus grande partie de notre frontière qui ne fait plus d'entrée d'argent. Et l'autre partie, les gens, ils se refroidissent parce que le Mali, c'est pas un pays sécurisé. Ça, c'est d'une part. Quand on prend toutes les recettes qui étaient liées à l'administration sur les 2/3 du territoire aujourd'hui occupé, il y a un manque à gagner. Et donc, comment le Premier ministre va faire pour payer tous ces fonctionnaires, les 100 000, là, je m'en tiens aux chiffres que vous avez dit, les 100 000 fonctionnaires. Si on fait le calcul, la masse salariale, ce n'est pas possible avec les recettes actuelles. Ça, c'est d'une part. On peut être fier parce qu'on arrive à payer nos fonctionnaires. Qu'est-ce qui arrive pour le privé? Tout le monde sait aujourd'hui que le niveau du tourisme, ça fout le camp. Tout ce qui est en trait avec le tourisme. À part si il y a des délégations de la CEDEAO qui viennent au Mali aujourd'hui, le tourisme, l'hôtellerie, tout le monde sait que c'est à peur. Le privé, la société privée. Tu es en train de me poser des questions? Non, mais je viens. Je plante le décor. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra, il ne peut pas continuer à payer ses fonctionnaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que ce n'est pas de la poudre aux yeux des Maliens? Je vais t'expliquer pourquoi j'ai parlé des salaires. C'est par rapport à sa question. Il a posé une question, au cas où tu l'aurais oublié. Non, je l'ai oublié. Il a posé une question pour dire l'État a signé un contrat minier. Est-ce que ce n'est pas pour payer les fonctionnaires? C'est là où l'histoire des fonctionnaires est arrivée. Moi, je suis mieux placé que toi pour savoir que nous avons besoin de l'assistance extérieure. Je suis mieux placé que toi. Nous avons 100 000 fonctionnaires. Sur les 100 000 fonctionnaires, nous avons 68 500 qui sont civils et nous avons 31 000 qui sont militaires, paramilitaires, armée, sécurité et autres. Ces 100 000 fonctionnaires coûtent à l'État malien 220 milliards chaque année. Aujourd'hui, les recettes de l'État malien, les recettes propres de l'État malien, qui étaient dans le budget de 2012, par année, vous avez dit 220 milliards par an. Les recettes propres de l'État malien font à peu près, on va dire, 820 milliards. Les recettes propres de l'État malien. Recettes fiscales, fiscalité intérieure, fiscalité de porte. La fiscalité intérieure au Mali, c'est la première source de la fiscalité, devant les droits du gouvernement. Aujourd'hui, la fiscalité intérieure, c'est à peu près 2/3 des recettes. Et 1/3, c'est les ressources douanières. Parce qu'avec l'UEMOA, les ressources douanières baissent la régionalisation au profit de l'économie interne. Pour que le pays puisse avancer, nous avons besoin de l'extérieur. Je pense que tu ne trouveras aucun Malien normalement constitué qui va dire que le Mali peut se passer de l'aide extérieure. Personne.
Mais l'idéal, c'est que le Mali puisse se passer de l'aide extérieure, sans parler de coup d'État et autres. Ça, c'est l'idéal, c'est que le Mali puisse se passer de l'aide extérieure. Parce que si nous voulons être totalement souverains, qu'on soit totalement libre de nos politiques économiques, sociales et autres, il faut que nous puissions nous passer de l'aide extérieure. Ça va arriver si les choses se passent bien, peut-être dans 20 ou dans 30 ans, et à condition qu'on gère bien. Mais à l'état actuel des choses, on ne peut pas se passer de l'aide extérieure. Donc ça, je suis d'accord avec toi. Mais la réponse à sa question, là, c'est ce qui m'amène à parler de ça. Un membre de Rebelle Pacifique, quand vous avez dit que le Mali s'autosuffit, il a écrit « Il ment, il y a un déficit de 312 milliards et on s'autosuffit ». Je vais lui expliquer. Les 312 milliards dont il parle, ce n'est pas un déficit. C'est même plus que ça. C'est-à-dire l'État malien va faire un collectif budgétaire à la rentrée parlementaire d'octobre pour imputer le budget de 2012 qui va passer de 1400 milliards à 870 milliards. Donc c'est 530 milliards qu'on va enlever du budget. C'est pas 300, c'est 530. Ce n'est pas un déficit. Les 312, c'est un manque à gagner. Oui, c'est ça. C'est que. Mais le manque à gagner crée le déficit. Non, le manque à gagner, en fait, c'est. J'aurais pu avoir 300 milliards. J'aurais pu avoir, en l'occurrence, 530 milliards pour mettre dans les routes, pour mettre dans l'énergie, pour mettre dans un certain nombre de choses. Je ne les aurais pas. Donc, je vais diminuer mon budget en recettes et en dépenses de 530 milliards. C'est 530 milliards qui vont être imputés. Ça, c'est tout ce qui était prévu par l'extérieur qui ne vient pas. Et pour la petite histoire, puisqu'on parle d'extérieur, la BAD a repris sa coopération avec le Mali il y a un mois. La BAD. Dans 2 semaines, il y aura une mission du gouvernement malien qui va aller à la BAD, non pas pour que la BAD reprenne sa coopération, mais que la BAD puisse se mettre devant le Mali pour aller vers d'autres partenaires, pour leur demander, nous avons un gouvernement d'union nationale, nous avons un pouvoir civil qui est installé, nous avons des difficultés, nous voulons qu'un certain nombre d'activités que vous aviez prévues, que vous les repreniez, même si vous ne passez pas par l'État. Parce qu'il y a des moyens de passer par des ONG, des collectivités territoriales, et ainsi de suite. Je pense que ça aussi, ça va entraîner quelques reprises de coopération. Mais ça, ce n'est pas le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est vraiment comment nous allons arriver à reprendre le Nord. Est-ce que vous êtes pour une intervention de la CEDEAO au Mali? Ça, ce n'est plus d'actualité. Le président de la République lui-même l'a demandé. Et c'est une opinion qui est partagée par la majorité des Maliens. Donc nous sommes tous pour. Maintenant, ça va se faire dans un cadre organisé. C'est-à-dire, il y a un état-major de la MICEMA qui a déjà été créé. Il y a déjà une mission de la CEDEAO au Mali qui a été créée avec un état-major qui va être localisé au Sévaré. Les discussions sont en cours avec les militaires. Cet état-major, avec l'état-major général des forces armées maliennes, vont collaborer pour voir le type et le moyen d'injection progressif des forces de la CEDEAO. Parce que les forces de la CEDEAO seront constituées progressivement. Les 3000 hommes demandés ne vont pas venir tout de suite. Ça va venir par vague. Et ils vont être injectés au fur et à mesure des besoins de l'armée malienne. L'armée malienne aujourd'hui a fait 2 hypothèses. Première hypothèse, elle seule. Elle a estimé ses besoins en équipement. Parce que l'armée malienne a quitté le Nord en laissant la moitié de son équipement derrière. Est-ce qu'il y a des possibilités de poursuite de la CPI à l'encontre de la junte ou certains de ses membres? Et quand on parle de la junte, on sait qui est à la tête de la junte. Donc est-ce qu'aujourd'hui, la position de Sanogo, où tout à l'heure on parlait en disant qu'il fallait entre guillemets les ménager en attendant de trouver des solutions, est-ce que ces personnes qu'on ménage aujourd'hui, à qui on offre certaines choses pour qu'ils puissent nous laisser avancer, on va pouvoir demain les traduire en cours de justice à La Haye ou ailleurs via la CPI? Est-ce que c'est possible concrètement, ou est-ce qu'on se voile la face en pensant qu'on peut aller poursuivre Sanogo demain? Poursuivre Sanogo, il faut attendre d'abord d'établir que Sanogo est responsable de quoi que ce soit. Si on établit que quelqu'un est responsable de quelque chose, je pense qu'il est normal que la personne soit poursuivie. Maintenant, attendons. Et la CPI et la justice nationale, parce que la justice nationale, il faut aussi la prendre en compte. D'abord, la CPI décidera de ce qui lui semble, elle, entrant dans ses prérogatives. Elle est libre
C'est le gouvernement malien qui l'a écrit pour lui demander de venir. Donc faisons au moins confiance à la CPI et faisons confiance à notre justice. On verra bien. Vous serez là, vous serez aux premières loges comme d'habitude. Ou bien? Bien sûr. Quelle est la crédibilité aujourd'hui du Mali par rapport aux pays qui pourraient nous apporter de l'aide? Je vais citer par exemple la France, les États-Unis, l'Allemagne, le Japon. Quelle est la crédibilité des autorités actuelles aujourd'hui? Sur une échelle de 10, à combien vous fixerez le taux de crédibilité de la diplomatie malienne aujourd'hui à travers le monde? La crédibilité du Mali et la crédibilité de la diplomatie malienne, c'est Enfin, pas la tout à fait la même diplomatie chose. représente le Mali. C'est-à-dire, si tu parles juste de la diplomatie, ça va être un peu la qualification d'une action. Mais si tu parles de la crédibilité du Mali, moi je vais voir ça beaucoup plus globalement. Globalement, compte tenu du contexte, aujourd'hui nous sommes un pays qui vit dans une situation d'exception, dans un coup d'État. N'importe quel pays au monde qui vit dans une situation d'exception est mis au banc des nations. Le Mali a mis au banc des nations des pays qui ont vécu des coups d'État. Donc le Mali devrait accepter et comprendre qu'il soit lui-même mis au banc des nations. Mais être mis au banc des nations, ça fait partie de l'histoire d'un pays. On va en sortir. On a eu un coup d'État au Mali en 91, on en a même eu un en 68. On en est sorti. Cette fois-ci, la question c'est, on va en sortir, mais qu'on en sorte par le haut. Qu'on en sorte de telle sorte qu'on ne puisse plus jamais revenir. Donc, notre crédibilité est par terre, parce qu'on vit dans une situation d'exception. Maintenant, c'est le rôle justement de la diplomatie malienne. À défaut que les gens viennent totalement avec nous, que les gens comprennent le contexte dans lequel la situation est intervenue, parce qu'il n'y aurait pas eu la guerre au nord, il n'y aurait pas eu de coup d'État. Et la guerre au nord, il n'y aurait pas eu l'évolution du contexte géopolitique, elle n'aurait pas entraîné de dépendance de l'armée malienne. Donc il faut aussi qu'on tienne compte de ces réalités. D'accord. Donc sur un autre plan, enfin, à peu près les mêmes choses. Hein. On sait qu'il y a, enfin pour nous, hein, il y a un bicéphalisme à la tête de l'État malien aujourd'hui. Vous n'êtes pas d'accord avec, mais bon, je vais quand même poser ma question. Si demain il y avait des élections présidentielles, si vous n'étiez pas candidat, s'il y avait Sanogo en face de Dioncounda Traoré, pour qui vous accorderez votre vote? Ça c'est une question infantile. D'abord, Il ne peut pas se présenter. Inch'Allah, je serai candidat. Ni Dioncounda ni Sanogo ne seront candidats. Donc c'est une question qui est... Non mais en fait c'est une question qui a un rapport avec... En fait c'est plus une question de vision. C'est plus pour savoir vous, au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes pas le numéro 1 de l'exécutif. Et donc les deux numéro 1, le numéro 1 et son ex-aequo, je suis obligé de poser la question par rapport à eux. S'il y avait des élections, je vais la reformuler, s'il y avait des élections extraordinaires demain matin, Ils sont à qui? disqualifiés pour les... Il n'y en aura pas. Non mais je sais. En fait ma question Non, c'est il faut de savoir simplement à qui il accorde sa confiance Voilà. pour diriger le pays s'il y avait à choisir qu'un. Non, d'abord ils ne seront pas candidats. c'est moi Mais qui il faut pose poser la la question clairement. Je repose ma question. Entre si vous voulez. Sanogo et Dioncounda, si tu as à choisir là, Vous choisirez qui? aujourd'hui tu choisis qui? Moi je ne choisirai absolument personne. Aujourd'hui, Ça s'appelle la langue de bois aujourd'hui, royale. Non, je te réponds parce que les questions par oui ou par non là, c'est des questions qui n'ont pas de sens dans un contexte trouble comme on est aujourd'hui. Aujourd'hui, Dioncounda est au pouvoir, il est président de la République. Sanogo est président du CNRD, il existe. Qu'on le supporte ou pas, il existe. Il faut faire avec eux et amener progressivement le pays à sortir du trou. Bon, moi c'est ce qui m'intéresse. Et quand on sortira le pays du trou, Sanogo n'existera plus. Dioncounda ira s'occuper de ce qui l'intéressera et le Mali avancera. Le Mali est nettement plus important que X ou Y. Et moi, c'est le Mali qui m'intéresse, ce n'est pas X ou Y. Et donc, pourquoi vous ne les soutiendriez pas ni l'un ni l'autre? Parce qu'aucun des Non, deux... il n'y aura pas d'élection avec Sanogo et Dioncounda. C'est clair. Non, mais quand on parle de la question, Non, auquel c'est des pas deux... soutenir. Hein. Il m'a dit quelle est ma préférence. Oui. Il a dit je n'ai pas de préférence. Ma préférence c'est le Mali. Aujourd'hui ces gens sont là. Il y aurait eu Dramé, président de la République par intérim, et Elijah de Bla, président du CNRD, parce que c'est pas exclu. Hein. Ah, et tu peux dire là, mais un jour on peut te retrouver à la tête de la junte quelque part. L'histoire est longue, mon frère.
Il y aurait ces deux-là, dans ce contexte-là, je les aurais accompagnés si le Mali y a intérêt. Et je trouve aujourd'hui que le Mali a intérêt dans ça. D'accord, avant d'aller, j'allais oublier la question d'un internaute qui insiste. Moi, j'ai rapporté dimanche, lors de notre rencontre, que vous avez eu des indiscrétions de la part de Abdine. De quel Abdine s'agissait-il? Des indiscrétions de la part de... Par rapport à l'armée, enfin, vous avez fait des confidences par rapport à l'armée, au poids de l'armée ou par rapport au MNLA et tout. Quelle question? Tu peux me J'ai rappeler la filmé, enfin, je ne me rappelle pas très bien en tout cas. C'est-à-dire, on a parlé du bataillon par. J'ai dit le deuxième adjoint de Abdine m'a expliqué, lui il était au nord, m'a expliqué qu'eux ils ont quitté le théâtre des opérations parce que les autres, les bérets verts reprochent aux bérets rouges d'être les premiers à avoir fui le nord. Ils ont dit ils se sont repliés parce qu'ils n'avaient pas de soutien. Et ça s'explique. Et il m'a dit que eux, de toute façon, ce n'est pas une force de défense, eux, c'est une force d'attaque. Donc ils n'ont pas à rester dans un cas et attendre que les obus leur tombent dessus. C'est pourquoi ils se sont repliés, ils sont rentrés à Bamako avec leurs armes. C'est ce que j'ai expliqué. J'ai expliqué que quand il y a eu leur trouble, il est parti dans le camp pour essayer de raisonner Abdine et son adjoint. Et que Abdine lui aurait dit, mais on a des troupes qui arrivent de Côte d'Ivoire pour accréditer l'idée de mercenaires. Mais que moi, personnellement, je n'ai jamais vu de mercenaires de mes yeux. C'est ce que j'ai expliqué. D'accord. Vous avez d'autres questions avant de Fatoumata? Djibril? J'ai oublié. D'accord. Un mot pour la communauté malienne. Voilà, donc avant de conclure, est-ce que vous aurez un mot pour la diaspora malienne de France et aussi un mot pour le projet de Rebelle Pacifique? Bon, d'abord, Rebelle Pacifique, moi, je vous encourage. Continuez à être impertinent, continuez à être empêcheur de tourner en rond et ajoutez à ces fonctions tout ce que vous pouvez faire qui va dans l'intérêt du pays. Pour informer les Maliens, sainement, sans parti pris, parce que l'information c'est aussi sans parti pris, pour informer les Maliens et les sensibiliser dans le sens de s'impliquer. Parce que pour moi, le plus important de tout ça, surtout pour la jeunesse, c'est comment nous allons avoir un leadership sain dans notre pays, à court, moyen et long terme. Tous ces problèmes, j'ai parlé du citoyen qui a été mis de côté pendant 50 ans de l'histoire de notre pays. Mais c'est que parce que le leadership n'a pas été efficace dans notre pays. Le leadership est responsable. Nous y sommes tous, parce que nous faisons partie du leadership. Mais il faut que le leadership, que ce soit le leadership économique, dans les entreprises, leadership social, leadership administratif dans les administrations, leadership politique, il faut que ce leadership soit sain, que ce soit un leadership engagé. Donc, vous, tout ce que vous pouvez faire pour que les Maliens soutiennent les bons leaders, je pense qu'il faut aussi que vous vous impliquiez dedans. Et ça, c'est le vrai combat pour le Mali. Moi, c'est vraiment le bien que je vous souhaite. L'autre élément par rapport aux compatriotes ici, c'est que la distance favorise la panique. Qu'ils ne paniquent pas. Les images renvoyées par une certaine presse internationale sont des images déformées. Et c'est des images qui vont de nature à indiquer que rien ne va. Il y a des problèmes entre les leaders, il y a des problèmes dans la société. Le Mali est en train de reculer. Je vous assure, le Mali ne recule pas. Nous sommes en train d'avancer. On avance peut-être trop doucement pour certains, mais on avance. Et on va avancer. Parce que ce pays est béni, je l'ai dit. Pourquoi il est béni? Cette année où nous avons tous les problèmes au monde, nous avons la meilleure campagne agricole des 40 dernières années, cette année, grâce à la pluviométrie. Donc le bon Dieu lui-même nous fait un clin d'œil. Ce n'est pas pour rien, moi je reste persuadé de ça. Nous ne tomberons jamais. On va tanguer, mais on ne tombera pas. Donc qu'ils croient à leur pays, qu'ils ne désespèrent jamais du pays. Il y a de l'espoir. Et cet espoir, on va le concrétiser. Moi, vraiment, c'est le message que j'ai pour les compatriotes. Et j'espère que tu le traduiras bien. Si vous étiez élu demain président de la République, quelles seraient les 3 grandes réformes que vous mèneriez en premier? Si j'étais président de la République, j'ai 3 grandes réformes. Par la force des choses, la sécurité s'est invitée au cœur du fonctionnement de l'État. Donc je pense qu'aucun président ne pourra faire quoi que ce soit sans mettre en place un système sécuritaire, sécurité de vie,
sécurité routière, sécurité des affaires, toute forme de sécurité qui soit efficace. Le second chantier, c'est le chantier de l'unité nationale. Aujourd'hui, le Mali est divisé, notre société est tiraillée. Il y a des difficultés entre les composants de la société malienne. Il y a des problèmes de l'islamisation rampante ou de la menace islamique. Tout ça, c'est des menaces à la cohésion nationale. Je pense que le second chantier pour un président, quel qu'il soit, c'est le chantier de l'unité nationale et de la cohésion nationale. Il faut qu'on resserre le tissu pour que le pays puisse avancer. Le troisième chantier, personnellement, et ça c'est ce que je pense, c'est le chantier de la jeunesse. Mais la jeunesse par rapport à tous les spectres, sa culture et son patriotisme, son éducation, sa formation, son accès à l'emploi, son leadership, parce que je milite beaucoup pour un leadership jeune, moi-même je suis jeune, c'est normal. Donc ce chantier-là, il faut que le président puisse y atteler, parce que la jeunesse c'est l'avenir du pays. Et ce président, si je le suis, sera un président de transition. C'est-à-dire c'est une transition qui va durer 10 ans, mais c'est une transition qui va poser les jalons d'un État que d'autres vont pouvoir poursuivre. Bon, pour moi, s'il y a 3 chantiers, vraiment, ce sont ces 3 chantiers. Rebelles pacifiques, tous ceux qui sont présents, donc je dirais Djibril Dramé, Fatoumata Soukouna, Beïli Dramé, et moi-même, Lydia Debla, nous remercions très franchement M. Moussa Mara d'avoir honoré de sa présence à cet entretien. Parce qu'il faut dire que ce n'était pas évident. On a tous un métier, on est tous allés travailler, on était fatigués, on est tous venus quand même avec le sourire. Et lui aussi, il a bien voulu nous donner son temps. À l'origine, on devait s'entretenir jusqu'à 21h, il a débordé les 41 minutes. Donc ce n'est pas souvent courant, je tiens à le remercier de sa disponibilité. Aussi de sa tentative de franchise pour répondre aux questions, même si un homme politique par définition ne pourrait jamais répondre honnêtement à toutes les questions. Donc voilà, on vous remercie au nom de la diaspora, on vous remercie au nom de Rebelles Pacifiques, et on aimerait de temps en temps, chaque fois qu'il y a des changements, pouvoir avoir accès à vous pour échanger. Pas de problème, merci. Je suis à votre disposition. Voilà.